Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Missing 411 que je réalise encore une fois en alternance de mon autre série des Titans de l'Histoire. Encore une fois, je réalise cette série Missing 411 uniquement en français. Et puis surtout pour trouver une forme d'alternance entre les aspects sociologiques et historiographiques de la série Titans de l'Histoire. Et je dois avouer que j'ai toujours un pincement au cœur ou une petite excitation quand je dois aborder à nouveau cette série Missing 411, et notamment en tirant avantage du travail incroyablement consistant de David Paulides. Je crois effectivement que chaque épisode que nous aurons sur le sujet Missing 411 sera particulier en tant que tel, puisque à chaque fois, je prends en compte vos commentaires, les impressions que vous avez par rapport aux épisodes. Et en effet, je vous remercie tous de prendre le temps de regarder jusqu'au bout mes vidéos, notamment Brigon Stéphane 3209, le Omar m'a tué. J'aime beaucoup la référence iconique sur Omar m'a tué, même si la référence n'est pas très joyeuse, mais j'apprécie le trait d'humour. Fred Magicos, Imen 9234, notamment que je remercie pour la correction apportée quant à l'histoire du petit Émile. Notamment que les vêtements du petit Émile n'ont pas été retrouvés. Et j'apprécie énormément l'effort que vous faites pour regarder les vidéos jusqu'au bout et de donner vos impressions. Pour moi, ça a vraiment une valeur de validation, mais également de chercher à orienter un peu plus vers des sujets qui vous intéressent. Donc, comme par rapport à certains de vos commentaires, notamment l'un de vous a mentionné les légendes amérindiennes et des Premières Nations qu'on appelle ici les Premières Nations d'Amérique du Nord. Comme je l'avais promis, nous aborderons aujourd'hui la jeunesse de Missing 411 et sa connexion avec les légendes amérindiennes ou Premières Nations, comme on les appelle ici, la possible connexion avec le silence gouvernemental et le refus de communiquer sur ce qu'ils trouvent en réalité, ainsi que la possible liaison avec un autre phénomène, pas similaire, mais qui a des connexions quelconques avec Missing 411, qui s'appelle Skinwalker Ranch. Skinwalker Ranch, je vais expliquer ce que c'est en fait. Puis nous verrons les cas de randonneurs, naturellement non pas professionnels, parce que ça n'existe pas, mais expérimentés, des personnes en très bonnes conditions physiques, et qui malgré cela ont tous disparu sans laisser de traces, et quelquefois même sans qu'aucun de leurs effets ne soit retrouvé. Et puis naturellement, nous terminerons notre épisode de la semaine sur un cas de disparition-réapparition, encore une fois très étrange, similaire à un cas déjà abordé, qui est celui de Steven Kubacki. Donc suivez-moi, afin que nous descendions encore plus profondément dans les méandres et dans les mystères des cas Missing 411. Chers amis, donc voilà, avant de commencer et de rentrer dans les cas un peu plus précis et détaillés, je voudrais, avant de commencer, vous expliquer que dans cet épisode aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de couvrir certaines choses, notamment de couvrir la partie amérindienne qui touche Missing 411. Donc je l'avais affirmé depuis le début que les cas Missing 411 reculent, je veux dire, vraiment dans le passé, avant même que les Européens ne viennent en Amérique du Nord. Donc il y avait déjà des cas type Missing 411 à cette époque. Et je vais également faire un parallèle avec un cas extrêmement troublant qui est le cas de Skinwalker Ranch, qui ressemble à Missing 411 sur certains aspects, mais encore plus étrange que Missing 411, et de loin. Et donc peut-être je ferai une petite digression à un moment et faire 2 épisodes un peu plus long sur Skinwalker Ranch, qui est une zone qui demande vraiment une attention particulière. Donc, comme je le disais, avant de commencer, je voulais aussi réaffirmer que le travail effectué par David Paulides et le but de ma traduction ne sont pas dans des buts d'enrichissement personnel. Alors, je sais de source sûre que David Paulides, parce que David Paulides est un retraité, il est vraiment retraité des forces de l'ordre,
Il a travaillé aussi dans l'IT, il a travaillé dans l'informatique. Je suis moi-même dans l'informatique avec beaucoup de connexions aux États-Unis. Parce que j'ai travaillé avec beaucoup de compagnies américaines et certains de mes clients sont aux États-Unis. Et nous avons des personnes en commun. Donc j'ai deux personnes qui connaissent très très bien David Paulides, qui ont travaillé avec lui pendant de longues années, qui sont des amis personnels et qui connaissent très bien David, connaissent très bien son travail sur Missing 411, et je sais de source sûre qu'il ne vit pas de Missing 411. Et le but de Missing 411, malgré des livres que vous avez pu voir, que j'ai pu montrer en vidéo, je vais remontrer, que vous pouvez voir maintenant, et plusieurs documentaires qui ont été primés, il ne vit pas de ça. Il le fait vraiment dans un but d'offrir une forme de connaissance de ce qu'il se passe dans les zones isolées, mais également de se préparer et de prendre certaines précautions, d'être armé si besoin est, d'avoir un transpondeur GPS, d'avoir une couverture de survie, d'avoir des vivres de manière suffisante à pouvoir tenir quelques jours si on se retrouve dans une situation périlleuse. Donc, moi de mon côté, je ne cherche pas à devenir youtubeur professionnel, je travaille dans l'informatique depuis 25 ans, quelle qu'elle puisse être, sur Missing 411. Donc, et aussi ça fait rire aussi les gens de ma famille qui regardent mes audiences, qui sont morts de rire. Ils me disent, tu vas aller où avec 200 ou 300 vues? Je vais aller nulle part. Mais c'est sûr, je vais aller nulle part. Mais le but c'est pas d'en faire un revenu, mais de partager de l'information. Ok. Donc le but, fondamentalement, la motivation de David Paulides et la mienne, c'est de partager vers le plus grand nombre ce qui se passe partout dans le monde. Alors, faut comprendre que dans les endroits reculés en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique, dans différentes zones, notamment je suis originaire du Cameroun. Et au Cameroun, il y a des cas de disparition type Missing 411. Dans mon village, il y a eu des cas de disparition qu'on ne peut pas comprendre. De la même manière, en Afrique du Sud, j'ai beaucoup de contacts en Afrique du Sud, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi en Afrique de manière professionnelle. Et en Afrique du Sud, il y a des cas de disparition qui dépassent l'imagination. Donc, c'est un phénomène vraiment qui touche tout le monde, et c'est un phénomène bien que fascinant. Il fomente quand même des tragédies d'une tristesse incommensurable. Imaginez juste que les pauvres gens qui perdent un être cher, ou un bébé, ou un enfant, ou même un mari, une femme, sans ne jamais savoir ou connaître ce qui leur est arrivé. Mais vous vous rendez compte, la tristesse, le désarroi dans lequel les gens se trouvent, c'est incroyable. Et juste en prenant l'exemple de Dennis Martin, disparu à 7 ans, ou le cas du petit Émile, ou même du cas de Wyatt Cole Lillolight, âgé d'à peine un mois, à peine, d'origine amérindienne, qui a disparu en 2008. Et qui n'a jamais été retrouvé à un mois d'âge. Disparu, jamais retrouvé, malgré des recherches plus qu'intensives. Et tout cela pourrait être évité en prenant certaines précautions. Comme je disais auparavant, couverture de survie, transpondeur GPS, de suffisamment de nourriture pour tenir quelques jours en cas de difficulté. Mais également, avoir peut-être une arme. Alors une arme, c'est pas forcément pour tirer sur quelque chose ou quelqu'un. C'est beaucoup plus l'idée de signaler sa présence. Il y a un code dans le monde de Search and Rescue, si vous tirez 3 fois en l'air, 3 coups de feu de manière successive, ça indique votre position. Okay. Donc moi c'est des choses que je connaissais pas, mais que David Paulides explique très bien. Toutefois, comme je l'avais énoncé à plusieurs reprises, ce phénomène, comme je le disais, de Missing 411 est très ancien en réalité. Et les Amérindiens ont échangé à plusieurs reprises avec David Paulides sur le sujet et ont souvent contribué à certaines recherches de disparus. Les plus anciens témoignages de type Missing 411 rapportés par des Amérindiens à David Paulides ne sont pas des cas individuellement documentés avec des dates précises comme David Paulides arrive à le réaliser avec des rapports de police ou des rapports qui proviennent des équipes de Search and Rescue, mais révèle plus de traditions orales et de légendes transmises depuis des générations. Selon les sources disponibles, notamment les analyses de David Paulides et ses discussions autour de son travail, les tribus algonquines, par exemple, évoquaient déjà bien avant l'arrivée des Européens, des disparitions soudaines et inexpliquées dans la forêt, attribuées à des créatures surnaturelles comme le Wendigo, comme le Skinwalker, un esprit cannibale ou un esprit qui fait du shape-shifting, donc qui est capable de changer sa forme,
qui enlèverait des personnes sans laisser de traces. Dans plusieurs interviews et conférences, David Paulides souligne que les anciens des Premières Nations l'ont averti de ne pas s'aventurer dans certaines zones, notamment avec le nom qui est associé avec le Devil's Tower, dans le Wyoming. Bien que célèbre, cette montagne sacrée pour les tribus Lakota, appelée Matotipila, la demeure de l'ours a été renommée Devil's Tower par les colons. Son isolement et ses colonnes basaltiques en font un lieu énigmatique, souvent associé à des récits surnaturels. Il y a aussi Diablo, en Californie, une localité du comté de Contra Costa, entourée de collines et de zones naturelles peu peuplées. Bien que non totalement isolée, elle se trouve à proximité du mont Diablo et on répertorie des témoignages de Bigfoot, de Skinwalker ou bien de Wendigo. Devil's Lake dans le Dakota du Nord, une ville isolée du Dakota du Nord située près du lac du même nom, où pareil on répertorie notamment des disparitions étranges, des réapparitions. Il y a une réapparition qui a eu lieu il y a quelques années là-bas, mais également des observations de créatures particulières ou ce qu'on appelle les cryptides, donc des dogmen et autres qui peuvent être mentionnés. Devil's Lake, dans le Wisconsin, un lac entouré de falaises abruptes et de forêts denses dans le parc d'État de Devil's Lake, une zone reculée fréquentée par les randonneurs. Elle est associée, encore une fois, à des légendes amérindiennes et des récits de phénomènes étranges, notamment quand il y a des sépultures amérindiennes. Il y a en règle générale évoqué des formes de sorts ou de traditions qui permettent de repousser les éventuels visiteurs, et on invoque des sorts qui invoquent des entités telles que le Wendigo ou bien le Skinwalker. Effectivement, dans ces zones, de manière régulière, des gens y disparaissent depuis toujours, sans qu'on comprenne pourquoi. Ces avertissements sont souvent associés à des lieux considérés comme sacrés ou dangereux, parfois qualifiés de portails ou de territoires interdits. David Paulides rapporte aussi que certains chefs de communautés amérindiennes lui ont confié que ces disparitions mystérieuses font partie du folklore local depuis des siècles, bien avant la colonisation européenne, et que les communautés évitaient certaines montagnes, lacs ou forêts pour cette raison. Il y a également le témoignage d'un pisteur amérindien qui racontait à David Paulides que sa mère lui disait de ne jamais s'éloigner du feu en forêt, car la nuit, les gens pouvaient disparaître en un instant. Il n'existe donc pas à ce jour de témoignages écrits ou datés par un Amérindien remontant à une période précise, mais David Paulides insiste sur le fait que la tradition orale amérindienne regorge de récits de disparitions inexpliquées dont les motifs et les circonstances rappellent fortement les cas modernes du phénomène Missing 411. Vous pouvez voir dans l'épisode 3, j'ai expliqué un petit peu comment les forces de l'ordre fonctionnaient, et j'ai eu un commentaire cette semaine de Brigand Stéphane qui me disait que il pense que effectivement les autorités sont au courant de certaines choses et ne veulent pas révéler véritablement ce qui se passe. Moi, je pense que c'est tout à fait vrai. Alors que on peut voir que sur des cas particulièrement étranges, des interventions du FBI, des bérets verts et même dans certains cas des Navy Seals qui sont intervenus dans quelques cas de disparition catalogués comme particulièrement étranges, le FBI ou les bérets verts ou les Navy Seals ne sont pas censés intervenir dans ce genre de cas. Absolument pas. Et effectivement, quand ils font certaines recherches, ils ne partagent pas le résultat de leurs recherches avec Search and Rescue ou avec les forces de l'ordre qui sont là pour essayer de retrouver la personne disparue. Et ça fait intervenir une question, c'est pourquoi le gouvernement saurait certaines choses et ne dit rien. Alors, je vais donner ma théorie, c'est parce que le tourisme aux États-Unis est fortement tourné vers des zones qui sont des zones touristiques type forêt nationale, les parcs nationaux et donc notamment les Grands Lacs. Donc, comme j'avais pu l'expliquer dans l'épisode précédent, le FBI effectivement s'occupe des crimes ayant des teneurs à grande envergure, type tueur en série, braquage en série, menaces terroristes et crimes de type col blanc de grande envergure. Ok. De même que les bérets verts qui sont une unité d'élite de l'armée de terre américaine, ainsi que les Navy Seals qui sont une unité d'élite de la marine. Mais ces trois groupes, FBI, armée et Navy Seals, ne sont
uniquement intervenu que lorsque des cas de témoignages mentionnant la présence de Bigfoot, Dogman ou d'OVNI qui suggèrent une volonté délibérée de se cacher certaines choses. Moi, c'est ce que je crois. Parce qu'ils ne veulent pas instiller la panique. Les gens ne visiteront plus. Ils ne viendront plus dépenser leur argent aux États-Unis. Ils iront ailleurs. Parce qu'en considérant que s'il y a un grand nombre de disparitions, qu'il y a un risque, ils ne viendront plus. Ce qui pourrait d'ailleurs, quand on regarde ces phénomènes qui sont mentionnés, où les trois groupes FBI, Armée et Navy Seals sont intervenus, notamment quand il y a Bigfoot, Dogman et d'OVNI, comme je le mentionnais, ce qui pourrait d'ailleurs créer un lien naturel avec le Skinwalker Ranch. Bon, chers amis, je sais que cette version aujourd'hui est un petit peu plus longue que d'habitude, mais il est vrai qu'il est intéressant de tenter de faire une liaison entre le phénomène Skinwalker Ranch et les cas Missile 411. Même si la liaison n'est pas clairement établie, mais il y a tout de même des points de convergence entre les deux phénomènes. Mais Skinwalker Ranch est une véritable histoire documentée avec un certain nombre de témoignages et de preuves à la fois physiques, vidéo, audio et autres. Donc Skinwalker Ranch et son lien avec Missing 411 et les investigations gouvernementales qui ont eu lieu à Skinwalker Ranch. Donc le Skinwalker Ranch n'est pas une fantaisie, hein, c'est un véritable lieu, c'est un ranch qui se trouve dans l'Utah, donc on appelle Skinwalker Ranch. Et c'est un lieu emblématique depuis de nombreuses années, parce que le Utah Basin, la base du Utah, c'est là où il y a le plus grand nombre d'observations d'OVNI, de phénomènes surnaturels. Okay. Donc, comme il est associé à des phénomènes paranormaux, des observations d'OVNI, des mutilations animales inexpliquées et des apparitions de créatures étranges, comme le Skinwalker, issu du folklore Navarro, on parle du Wendigo, on parle de loup-garou, on parle de chiens parlants, habillés comme des humains, on parle du direwolf, on parle et vraiment je ne plaisante pas, je suis vraiment très sérieux avec des gens qui ont donné des témoignages ou même des enregistrements audio et vidéo, avec aussi des observations régulières d'orbes lumineux, de passages interdimensionnels, d'entités interdimensionnelles qui sont filmées ou entendues. Donc depuis les années 1990, il a attiré l'attention de milliardaires tels que Robert Bigelow. Robert Bigelow, c'est un homme d'affaires qui a fait fortune dans tout ce qui est aérospatial, notamment le lancement de satellites. Et il a acquis Skinwalker Ranch dans les années 90. Donc en 1995-96, il a acquis Skinwalker Ranch. Et le but, c'était qu'il engage une véritable équipe scientifique pour faire une étude de Skinwalker Ranch, et qui serait à la fois aussi en liaison avec le gouvernement. Ok, donc je vais expliquer. Il a ameuté un certain nombre de scientifiques, de doctorants, des gens qui étaient spécialistes dans certains domaines, notamment Colm Kelleher. Il était biochimiste et directeur adjoint du National Institute for Discovery Science, NIDS, qui est un organisme créé par Robert Bigelow. George Knapp, qui était un journaliste d'investigation et collaborateur du NIDS également, et qui est un des plus grands spécialistes des ovnis aux États-Unis, très respecté par la communauté à la fois gouvernementale mais également dans le milieu journalistique. Et Dr. Eric Davis, physicien spécialisé en propulsion avancée et physique exotique. Il est très connu, il fait des émissions télé de manière régulière. Al Puthoff, physicien et expert en parapsychologie, affilié à NIDS et au Stanford Research Institute, SRI. Donc Stanford, c'est une des plus grandes universités aux États-Unis qui s'appelle Stanford University. Et ils ont un institut de recherche, un petit peu comme le MIT qui a un institut de recherche, qui s'appelle le Stanford Research Institute. Et ils ont également engagé des vétérinaires et experts en médecine légale pour observer les mutilations d'animaux. Et il y avait un certain nombre d'équipes de sécurité, d'observateurs sur le terrain, agents de sécurité, techniciens
équipés de caméras thermiques, d'enregistreurs IM et de sonar, mais également de chiens pisteurs. Et seuls chiens ont une capacité sensorielle à percevoir ce que les humains n'arrivent pas à percevoir. Donc le gouvernement américain était impliqué via un programme secret qui s'appelle ATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Donc c'est un programme d'identification de menaces aérospatiales avancées, financé par le Pentagone. Et donc toutes ces équipes-là, donc toutes ces équipes de sécurité et autres, étaient à la fois des membres des équipes de Robert Bigelow, NEADS, mais également des membres du gouvernement américain. Donc c'était un mélange. Okay. Donc des équipes militaires, des agences ont étudié ces phénomènes pendant plusieurs années. On fait même fait une émission télévisuelle, donc une série TV, cherchant à comprendre leur origine, quelle qu'elle soit, qu'elle soit extraterrestre, interdimensionnelle ou autre. Donc les liens avec les cas Missing 411. Les disparitions Missing 411 documentées par David Paulides partagent avec le Skinwalker Ranch une dimension inexpliquée et des caractéristiques troublantes. Des disparitions instantanées, comme au ranch, certaines victimes, Missing 411, s'évaporent sans laisser de traces, malgré des recherches intensives. Échec des chiens pisteurs, les chiens perdent leurs traces, ou ne refusent de sortir de leur cage. Quand ils sont dans leur cage, ils refusent de sortir car ils ont peur. Quelquefois, peut y avoir un animal que l'on voit un instant, l'instant d'après, il a été dépecé. Il a été, certaines parties de son anatomie ont été découpées en un instant. Alors que les personnes voyaient l'animal un instant, l'instant d'après, il apparaît comme étant, découpé à différents endroits. Donc les chiens, comme je le disais, ont peur, refusent de sortir de leur cage. Quand ils sortent, n'arrivent pas à suivre de piste, et quand ils suivent une piste, souvent se retrouvent dans des situations où même se font tuer. Un phénomène qui est également rapporté tout autour du Skinwalker Ranch. Donc la perte de piste, c'est Missing 411. La perte de piste plus la mort des chiens éventuelle et souvent refusent de sortir de leur cage, c'est le Skinwalker Ranch. Parce que lors de traques de créatures ou d'entités, les chiens refusent de suivre la piste. Quand ils suivent la piste, ils se font tuer. Zone récurrente, les deux phénomènes se concentrent dans des régions reculées, souvent associées à des légendes autochtones, à une histoire de phénomènes étranges. Alors, des programmes gouvernementaux comme ATIP ont investigué le ranch, comme je le disais, pendant plusieurs années, mobilisant des scientifiques, des militaires, des agents du renseignement. Des rapports déclassifiés confirment que le Pentagone a étudié les phénomènes du ranch pendant des années, sans conclusion définitive, mais en cachant le fond de ce qu'ils ont trouvé. C'est-à-dire qu'ils donnent la surface, ils disent qu'on a trouvé des choses, observation d'ovnis, ok, observation de passages interdimensionnels, ok, observation d'entités interdimensionnelles, oui, mais donner le fond de ce qu'ils ont trouvé, quelle est l'analyse de fond, ils ne délivrent aucune analyse. Maintenant, pour Missing 411, il n'y a aucune, comme je le disais, on voit l'implication du FBI, des Green Berets, des Navy SEALs, dans certains cas, mais aucune preuve liée à l'armée ou au Navy SEALs ou au FBI peut être associée à ces disparitions. Ils ne sont pas impliqués dans les disparitions. Ils sont impliqués dans la recherche, mais ils ne donnent pas leur trouvaille. Qu'est-ce qu'une preuve directe ne lie l'armée, Green Beret, Navy SEALs ou le FBI à des enquêtes systématiques sur ces disparitions? Ils ne viennent uniquement qu'il y a des cas particulièrement étranges. Par contre, ne révèlent aucunement ce qu'ils trouvent. Comme je le disais auparavant. David Paulides souligne que les autorités évitent souvent de commenter les cas, malgré leur étrangeté. Ils ne commentent absolument pas. Ils sont là, peuvent observer, peuvent participer aux recherches, mais ne commentent absolument pas. Certains théoriciens suggèrent que des agences pourraient être enquêtées en secret, mais cela reste spéculatif. Okay. Quelles sont les différences clés? Il y a une approche scientifique à Skinwalker Ranch qui n'existe pas dans Missing 411. Missing 411, c'est encore un cas qui est mis à la marge. Alors, pourquoi? Je ne pourrais pas l'expliquer. Mais le Skinwalker Ranch a fait l'objet d'études structurées pendant des années et continue à l'être aujourd'hui. Avec des capteurs, des caméras, des expériences, des témoignages, des enregistrements vidéo, des enregistrements audio, tandis que les cas Missing 411 relèvent principalement des recherches civiles et de collecte de témoignages qui sont faits par David Paulides, en grande majorité. Il y a d'autres personnes qui travaillent maintenant sur le sujet, sans pour autant vraiment collaborer avec David Paulides, mais
travaille sur le sujet. La nature des phénomènes. Le range est associé à des activités paranormales, ovnis, portails, comme je disais, Dogman, Bigfoot et autres, tandis que les cas Missing 411 concernent disparition humaine sans cause identifiée. C'est ça la grosse différence. Donc, juste pour finir là-dessus, bien que les deux phénomènes partagent une aura de mystère et des similarités troublantes, le Skinwalker Ranch bénéficie d'une attention gouvernementale avérée, contrairement au cas Missing 411. Ces derniers restent largement ignorés par les institutions, malgré leur récurrence et leur anomalie. Si des forces spéciales ou agences enquêtent, cela se fait dans l'ombre, sans transparence, sans révélation de ce qu'ils trouvent, ni avec les forces de l'ordre classiques, ni avec les familles des victimes, ce qui est terrible. Pour en savoir plus sur des légendes autochtones, je pourrais faire peut-être un épisode sur les légendes autochtones comme les Skinwalker. Donc le Skinwalker Ranch, il y a aussi une raison pour qu'on l'appelle comme ça. Ça pourrait éclairer certaines disparitions Missing 411. Il y a des liens qui sont pour moi plus ténus. J'ai d'autres éléments qui peuvent être mentionnés, mais qu'est-ce qu'un Skinwalker? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Les Skinwalker en Navajo signifie Yi-Nadlolchi. Alors, je le prononce très très mal, mais vous pouvez le voir à l'écran comment ça se prononce. Ce sont des sorciers maléfiques capables de se transformer en animal, de posséder ou de se déguiser en différentes créatures. Le terme signifie littéralement celui qui marche à quatre pattes et désigne un être qui, après avoir accompli des actes abominables, meurtre d'un proche, inceste, nécrophilie, participation à des rituels interdits, acquiert des pouvoirs surnaturels lui permettant de changer de forme à volonté. C'est ça qu'on appelle un Skinwalker. C'est ça qu'on voit sur le Skinwalker Ranch, on voit le loup-garou, des chiens qui parlent, on voit différents types d'entités. Je pourrais faire en fait 2 épisodes. Si ça vous intéresse, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je pourrais faire 2 épisodes sur les cas complètement hallucinants documentés avec des masses de preuves et de témoins oculaires de tous les événements qui ont lieu à Skinwalker, qui reste le coin du monde où se passe le plus grand nombre de phénomènes paranormaux, loup-garou, passage interdimensionnel, ovni, manifestations d'entités et bien d'autres. Dites-moi si ça vous intéresse et on pourra effectivement faire 2 épisodes complets là-dessus. 2 épisodes qui seront un peu plus longs, qui seront plus 1h30, voire 2 heures, chaque épisode, pour aller vraiment dans le détail de tout ce qui a été vécu par les gens qui ont vécu sur place et par les gens qui ont aussi étudié ce phénomène. Maintenant, passons au cas du jour. Bon, chers amis, maintenant, passons au cas que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons aborder la disparition de Christopher Tompkins, un mystère en plein jour. Le 25 janvier 2002, Christopher Carlton Tompkins, un jeune homme de 20 ans, quitte sa maison en Géorgie après avoir embrassé sa maman, Anne Mackenzie, pour aller travailler. Il ne le sait pas encore, mais ce sera la dernière fois que sa famille le verra. Christopher travaille comme arpenteur pour une entreprise locale. Ce matin-là, il rejoint 3 collègues pour effectuer des relevés dans une zone boisée entre Warm Springs Road et la route Georgia I-85. Donc I-85, c'est une autoroute près de County Line Road dans le comté de Harris. L'équipe progresse en file indienne, chacun à une distance d'environ 15 à 20 mètres, et Christopher ferme la marche. Vers la fin de la matinée, alors que le groupe avance, l'arpenteur juste devant Christopher se retourne pour vérifier sa position. Quelques secondes plus tôt, Christopher était là, mais soudain il a littéralement disparu. Aucun bruit, aucun appel à l'aide, aucune trace de fuite ou de lutte. Les collègues, d'abord incrédules, fouillent rapidement la zone, mais ne trouvent rien. C'est là qu'en inspectant les environs immédiats, ils découvrent des éléments troublants. Une de ses bottes de travail accrochée à une clôture en fil barbelé, ses outils de travail, un morceau de tissu bleu provenant de son pantalon, 12 cents en pièces de monnaie dispersées dans l'herbe, mais aucune trace de Christopher. L'autre botte reste introuvable. Comme si en fait, Christopher était en train de marcher, il se retrouve à l'envers, il a perdu certains de ses équipements, une de ses bottes, et il s'est envolé dans le ciel. C'est un petit peu ça quoi cela fait penser. Fait étonnant, les collègues n'alertent leur supérieur qu'à 13 heures, soit près de 4 heures après la disparition. Alors l'explication, c'est que certains disent que oui, c'est foul play. Foul play, ça veut dire qu'on lui a fait du mal. Foul, F-O-U-L, play. Donc soit on lui a fait du mal, ou soit il y a une
véritablement une recherche pendant plusieurs heures pour chercher Christopher. Et moi, je pense que c'est ça qui s'est passé parce que les témoignages disent que les gens qui travaillent ensemble s'entendaient très bien ensemble et il n'y avait aucun problème avec Christopher, mais qu'ils ont cherché vraiment Christopher pendant plusieurs heures avant d'alerter leur patron. La mère de Christopher n'est prévenue qu'à 16h15 et la police ne prend officiellement le dossier que le lendemain, invoquant le délai légal de 24 heures. C'est totalement une stupidité, mais c'est, je sais pas pourquoi ils appliquent une telle règle. Une personne qui disparaît dans des conditions aussi étranges, on lance des recherches tout de suite. Les recherches d'abord limitées s'intensifient dans les jours suivants, mobilisant les autorités locales, des bénévoles et des chiens pisteurs. Malgré tous les efforts, aucune trace de Christopher n'est retrouvée. Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'un nouvel élément surgit. La seconde botte de Christopher est découverte par hasard sur une propriété privée à près de 900 mètres du lieu de disparition. Aucun autre indice n'est mis à jour. Les circonstances laissent la famille et les enquêteurs perplexes. Comment un jeune homme peut-il disparaître en plein jour à quelques mètres de ses collègues, sans bruit ni témoin, ne laissant derrière lui que quelques objets épars sur le sol? Les théories vont bon train. On parle d'une fugue volontaire. La police avance l'hypothèse que Christopher aurait pu partir de son plein gré, mais sa mère rejette catégoriquement cette idée, soulignant qu'il n'aurait jamais quitté son emploi, ni sa famille sans prévenir, surtout pas en laissant une botte derrière lui en plein hiver. Mauvaise rencontre ou enlèvement. Aucun indice de lutte ni de présence étrangère n'est retrouvé et les collègues ne sont jamais considérés comme suspects sérieux parce que les gens vraiment, quand on voit leurs témoignages, voient qu'ils étaient vraiment en panique, qu'ils ont vraiment cherché Christopher de la manière la plus énergique. Et la majorité de ses collègues ont participé en fait aux recherches pour retrouver Christopher. Et certains se retrouvaient même devant la mère de Christopher en demandant pardon parce que ils auraient dû voir quelque chose et ne comprennent pas qu'est-ce qui a pu se passer. C'est un phénomène inexpliqué. Pour beaucoup, y compris David Paulides, ce cas s'inscrit dans la lignée des Missing 411, des disparitions Missing 411, disparitions soudaines, absence de pistes, objets personnels retrouvés dans des circonstances étranges et un silence total sur ce qui a bien pu se passer. Parce que on parle de quelqu'un qu'on enlève. On parle d'une attaque animale, il y aurait un bruit, un bruit de lutte. Même quelqu'un qu'on enlève de manière suspecte, qu'on prend par le cou, on l'emmène, il y a des bruits, il y a quelque chose. Alors que là, absolument rien. Les gens sont à 10 mètres de lui, ils n'entendent absolument rien. Des mois, puis des années passent, la famille de Christopher en particulier, sa mère Anne, continue de réclamer la vérité et une enquête approfondie. En septembre 2022, une cinquantaine de personnes manifestent devant le bureau du shérif du comté de Harris pour dénoncer le manque de résultats et d'explications. Aujourd'hui encore, plus de 20 ans après les faits, la disparition de Christopher Tompkins demeure un mystère total, ni corps, ni explication, ni témoin, juste une famille en quête de réponse et une communauté marquée par l'un des cas les plus étranges de disparition en pleine nature. Maintenant, chers amis, passons au cas de la disparition de James J. Arthur, le mystère d'Iron Lakes. Le 28 juillet 2008, James Jim Arthur, 67 ans, vétéran décoré, ancien lieutenant-colonel de la Garde nationale aérienne et passionné de nature, quitte son domicile de Fresno, Californie, pour une journée de randonnée et de pêche dans la région sauvage des Star Lakes, dans le comté de Madera. Jim est un homme organisé, diplômé de Fresno State, connu pour sa rigueur et son amour des grands espaces. Malgré des douleurs aux genoux, il ne renonce jamais à des excursions en montagne. Avant de partir, il informe sa famille de son itinéraire. Il prévoit de randonner, pêcher, prendre des photos dans la zone des Star Lakes, puis de s'arrêter déjeuner à Big Sandy avant de rentrer le soir même. Il emporte un sac à dos rouge, un appareil photo Olympus SP55OUZ, oui, c'est précis, une canne pour l'aider à marcher, et selon certains témoignages, un pistolet chargé de cartouches anti-serpent. Il porte un t-shirt orange, un jean bleu, une veste légère et un chapeau de paille. La famille de Jim s'attend à le voir rentrer le soir même. Mais à la tombée de la nuit, il n'est toujours pas revenu. Inquiet, ses proches contactent rapidement les autorités. Dès le lendemain, le 29 juillet, sa camionnette Dodge Ram bleue est retrouvée garée près de l'entrée de Iron Lakes, à environ 14 miles, qui font environ une vingtaine de kilomètres, au sud-est de Star Lakes, sur la route de Bizarre Meadows. Aucune trace de lutte, aucun indice de vol ou d'agression n'est relevé autour du véhicule.
Des témoins affirment avoir croisé Jim sur un sentier escarpé menant à Iron Lakes ce jour-là. Ils se souviennent d'un homme s'arrêtant pour se reposer, canne à la main, avant de poursuivre sa route vers le lac. Ce sont les derniers à avoir vu Jim. Les recherches s'organisent rapidement. Plus de 100 secouristes, des équipes cynophiles, donc des équipes de chiens, des hélicoptères et des bénévoles ratissent la région. Les lacs Bear Island Junction, Grizzly Lakes et le sentier de Iron Lake sont minutieusement inspectés. Malgré l'expérience de Jim et la relative proximité des sentiers, aucune trace n'est retrouvée. Ni sac à dos, ni appareil photo, ni canne, ni même une empreinte. Les chiens pisteurs ne parviennent pas à suivre son odeur, comme si Jim s'était volatilisé dans un environnement pourtant fréquenté par d'autres randonneurs. Le mystère s'épaissit. Pourquoi son véhicule a-t-il été retrouvé à Iron Lakes alors qu'il avait annoncé ou la randonnée à Star Lakes? Comment un homme expérimenté, bien équipé et prudent peut-il disparaître sans laisser la moindre trace, en plein jour, sur des sentiers connus et fréquentés? Aucun de ses effets personnels n'a refait surface, malgré l'étendue des recherches. Plus de 15 ans après les faits, aucune réponse n'a été trouvée. Jim Arthur n'a jamais été retrouvé, vivant ou mort. Sa famille, ses amis et les enquêteurs restent marqués par cette énigme typique des cas Missing 411. Disparition soudaine, absence totale d'indices et échec des recherches malgré des moyens considérables. Le cas de James J. Arthur rappelle que même les randonneurs les plus expérimentés ne sont pas à l'abri de l'inexplicable et que la nature sauvage de Sierra Nevada révèle encore bien des secrets. Chers amis, maintenant nous allons regarder ensemble la disparition de Morgan Heimer, le guide évaporé du Grand Canyon. Le 2 juin 2015, Morgan Heimer, un jeune homme de 22 ans, originaire de Cody, Wyoming, travaille comme guide de rafting pour la société Tour West. Passionné par la nature et l'aventure, Morgan est reconnu par son sérieux, sa gentillesse et son professionnalisme. Ce jour-là, il encadre un groupe de touristes lors du 6e jour d'un voyage de 8 jours sur le mythique fleuve du Colorado qui serpente au fond du Grand Canyon. Le groupe s'arrête près de Pumpkin Springs, au niveau du mile 213 du fleuve, une zone réputée pour ses falaises abruptes, ses eaux profondes et ses paysages sauvages. Après une randonnée, Morgan est vu pour la dernière fois vers 16 heures, vêtu d'un gilet de sauvetage foncé de marque Astral et d'une chemise à carreaux bleus à manches longues, d'un short coloré, d'une casquette bordeaux et de sandales Chaco et portant une gourde violette. Donc c'est relativement bien détaillé, donc on l'a bien reconnu, on l'a bien identifié. Il discute avec le guide principal du groupe qui lui propose de prendre un peu de temps libre. Le guide principal s'éloigne quelques instants pour parler à un client, puis en se retournant, constate que Morgan n'est plus là. Il pense d'abord que Morgan a simplement pris une pause à l'écart, comme cela arrive parfois sur ce type de voyage. Mais l'inquiétude grandit au fil des heures. Morgan ne réapparaît pas pour le dîner. Les membres du groupe et ses collègues commencent à le chercher activement dans les environs immédiats, sur les berges et dans les zones accessibles à pied. Ils fouillent les buissons, les rochers, les sentiers, appellent son nom, mais aucune trace, aucun indice, aucun bruit. Vers 20h, ils contactent les autorités du parc national du Grand Canyon pour signaler la disparition de Morgan. Dès le lendemain, une opération de recherche et de sauvetage d'envergure est lancée par le National Park Service. 3 équipes au sol et une équipe fluviale ratissent la zone entre les miles 211 et 225. Donc on a pris en amont et en aval pour être sûr de bien quadriller le terrain. Soit près de 22 km de rives escarpées, de rapides puissants, de végétation dense, notamment des tamaris et de falaises. Un hélicoptère survole la région, des plongeurs inspectent les eaux profondes et des affiches avec la photo et la description de Morgan sont placardées dans tout le parc et remises à tous les groupes de rafting qui s'élancent sur le Colorado. Malgré 6 jours de recherche intensive, aucune trace de Morgan n'est retrouvée. Ni vêtements, ni équipements, ni empreintes, ni même un objet personnel. Les berges, les rapides, les falaises et les zones boisées sont inspectés à plusieurs reprises sans succès. Les enquêteurs du parc poursuivent l'investigation, mais aucune piste concrète n'émerge. Les recherches actives sont alors réduites, mais les rangers et pilotes continuent de surveiller la zone lors de leurs patrouilles régulières
et tous les groupes de rafting sont informés de la disparition. La disparition de Morgenheimer laisse sa famille, ses amis et la communauté des guides de rivière dans l'incompréhension la plus totale. Comment un jeune homme expérimenté, en bonne santé, équipé d'un gilet de sauvetage peut-il disparaître en plein jour, à quelques mètres de ses collègues et clients dans une zone pourtant surveillée et fréquentée? Les hypothèses vont de l'accident, chute dans le fleuve, glissade fatale, à la disparition volontaire. Mais rien ne vient étayer l'une ou l'autre. Aucun corps n'a jamais été retrouvé et aucun indice matériel n'a permis d'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là à Pumpkin Springs. Aujourd'hui encore, le mystère demeure entier. Morgenheimer reste officiellement disparu et son cas est devenu emblématique des disparitions inexpliquées survenues dans les grands espaces nord-américains, rejoignant ainsi la longue liste des dossiers Missing 411. Maintenant, chers amis, nous allons finir avec le dernier cas qui est celui de Danny Philippidis, avec une disparition, une réapparition inexpliquée. En février 2018, Danny Philippidis, un pompier canadien, participe à un voyage de ski avec des amis à Whiteface Mountain, dans l'état de New York, qui est pas très loin de Montréal. C'est à 3 ou 4 heures, il me semble. Vers 14 heures, il annonce à ses compagnons qu'il veut faire une dernière descente avant la pause déjeuner, mais il ne revient jamais au point de rendez-vous. Inquiet, ses amis préviennent rapidement les secours. Une vaste opération de recherche est lancée. 130 personnes ratissent la montagne, les pistes, les forêts environnantes et les abords du domaine skiable. Les chiens pisteurs ne trouvent aucune trace. Aucune caméra de surveillance ne montre Danny quittant la station. Les recherches durent 6 jours. Alors, pas sans le moindre indice. On retrouve en fait des traces de glissade de ski qui vont dans un sens contraire. Dans le sens contraire, il y a des sortes de crevasses. Dans le sens contraire, qui sont extrêmement dangereuses à anticiper. Et on voit des traces de ski qui vont, comme si une personne est passée extrêmement vite au travers de ces crevasses, en prenant des risques inconsidérés en fait. Comme si la personne fuyait quelque chose. Et donc c'est le seul indice qu'on retrouve. Donc on se dit peut-être que Danny Philippidis a pu voir un prédateur et a fui de manière incontrôlée pour éviter de se faire rattraper par ceux qui le poursuivaient. Donc les recherches durent 6 jours selon moindre indice. Et donc on se dit il a disparu, on ne sait pas quoi faire d'autre. Soudain, sa femme reçoit un appel téléphonique provenant d'un numéro inconnu. Au bout du fil, une voix confuse, difficile à comprendre, c'est Danny. Il ne sait pas où il se trouve, il est désorienté et finit par raccrocher. Après plusieurs échanges, il parvient à appeler les secours. Les autorisés localisent l'appel. Danny se trouve à Sacramento, en Californie, à plus de 4800 km de l'endroit où il a disparu. Quand on le retrouve, il porte encore sa tenue de ski, semble en bonne santé, mais épuisé, et tient un téléphone flambant neuf. Il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé entre sa disparition et sa réapparition. Il ignore comment il a traversé le pays, qui lui a coupé les cheveux, parce qu'il a une nouvelle coupe de cheveux, ou comment il a obtenu le téléphone. Les enquêteurs ne trouvent aucune preuve d'enlèvement, ni de voyage organisé. L'hypothèse d'un trouble de la mémoire ou d'une fugue dissociative est évoquée, mais rien ne l'explique vraiment. Alors quel est le parallèle avec ce qu'on avait vu dans la partie 3 avec Steven Kubacki qui a disparu et réapparu près de 1000 km de là où il était. Donc là c'est encore plus loin, 5000 km. Une disparition soudaine dans un environnement enneigé. Aucune trace retrouvée malgré des recherches intensives et massives. Réapparition à des milliers de kilomètres dans un état de confusion sans se souvenir du temps écoulé. Vêtements intacts, objets personnels inconnus comme le sac à dos de Steve Kubacki ou le téléphone neuf de Philippidis. Donc comme si ces personnes avaient été enlevées, qu'on les retrouve dans des environnements où on leur redonne des affaires qui ne sont pas les leurs, parce qu'on ne sait pas quoi leur donner, on leur donne quelque chose histoire de leur donner quelque chose. Je donnerais, moi j'ai une théorie personnelle qui rejoint celle de David Paulides, mais j'en parlerai beaucoup plus tard. Mais l'idée c'est que on leur redonne des affaires qui ne sont pas les leurs. Comme si on fait des enlèvements de masse, comme si des entités font des enlèvements de masse. Et quand on renvoie les gens, parce qu'on ne veut pas les garder, qu'on ne les veut plus,
on leur redonne on leur redonne des vêtements ou des affaires qui ne sont pas les leurs. Quelle est votre théorie à vous? Dites-moi dans les commentaires. Donc ces deux cas de Stephen Kubacki, de Danny Philippidis restent parmi les cas les plus étranges des cas Missing 411. Des personnes disparaissent dans des circonstances inexplicables pour réapparaître des jours, des mois, voire des années plus tard, incapables d'expliquer ce qui leur est arrivé. Parce qu'il y a des cas où effectivement où des gens réapparaissent des années plus tard. Ni la police, ni les médecins, ni les familles n'ont pu percer le mystère de ces pertes de temps et de ces déplacements impossibles. Et Stephen Kubacki, qui semble avoir récupéré une partie de sa mémoire, ne souhaite pas communiquer sur ce qui lui est arrivé. David Philippidis ne se souvient absolument pas de ce qui lui est arrivé, malgré une tentative de régression à travers des formes de régression cognitive avec l'hypnose, n'ont pas fonctionné. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Que, outre Stephen Kubacki, le cas de Philippidis est l'un des rares exemples documentés d'une disparition Missing 411 suivie d'une réapparition tout aussi mystérieuse. Il y en a d'autres, mais ce ne sont pas les seuls, qui défient toute explication rationnelle connue. Maintenant, de tout ce que l'on a vu, quelle conclusion peut-on en tirer? Au terme de cet épisode, finalement, une conclusion s'impose. Le phénomène Missing 411, loin de se réduire à de simples disparitions accidentelles, intrigue par la récurrence de ces éléments étranges. La mobilisation d'équipes d'élite, comme les Green Beret, Navy Seals ou le FBI, et le silence qui entoure souvent leurs conclusions. Ce silence institutionnel rappelle l'opacité qui entoure les enquêtes menées sur le Skinwalker Ranch, où les autorités et scientifiques gouvernementaux se sont penchés sur des phénomènes tout aussi inexplicables et dérangeants, sans révéler le fond de ce qu'ils ont trouvé. Ce qui frappe, c'est la convergence entre les récits anciens des peuples autochtones qui, depuis des siècles, mettent en garde contre certaines zones où les gens disparaissent, les zones appelées Devil, le diable, et la modernité de cas comme ceux de Christopher Tompkins, James J. Arthur, Morgan Heimer, ou encore la disparition et réapparition inexpliquée de Danny Philippidis, rappelant l'affaire Stephen Kubacki. Dans tous ces dossiers, on retrouve des motifs récurrents. Disparition soudaine, encore une fois. Absence de traces. Le point de séparation, le moment où les gens se séparent. Alors le point de séparation, ça peut être avec Christopher Tompkins, où la personne se sépare parce qu'elle est séparée de quelques mètres. Les gens marchent en file indienne pour arriver à leur point de travail. Pour Morgenheimer, c'est une séparation de quelques instants. Dans le cas de James J. Arthur, il est dans une zone relativement fréquentée. Un instant d'isolation et il disparaît. Donc, dans tous ces cas, on retrouve ces mêmes motifs et des objets personnels retrouvés dans des circonstances impossibles et parfois réapparaissant dans un état de confusion totale à des centaines ou des milliers de kilomètres du point de départ. Face à cette accumulation de faits, de témoignages et de similitudes avec d'autres mystères contemporains comme ceux de Skinwalker Ranch, il devient difficile de tout expliquer par le simple hasard ou la fatalité. Certains avancent l'idée d'une cause naturelle méconnue, d'autres évoquent des prédateurs inconnus, des phénomènes paranormaux, des réseaux humains organisés, voire des manipulations gouvernementales, soit des enlèvements extraterrestres. Mais ce qui est certain, c'est que le manque de transparence, l'absence d'explication officielle et la persistance de ces motifs à travers le temps et les cultures nourrissent un sentiment de malaise collectif et à la fois de fascination. Donc en conclusion, le phénomène Missing 411 pour aujourd'hui dans cet épisode demeure un mystère moderne à la croisée des peurs ancestrales, des limites de la science et des non-dits institutionnels. Il invite à poursuivre l'enquête, à écouter des témoignages, à chercher des corrélations entre différents cas, à respecter la mémoire des disparus. C'est ça aussi qui est très important. Et le travail que fait David Paulides, c'est exactement ça. Parce que souvent, il a des contacts avec les familles des disparus. Il essaie de les rassurer. Il essaie de leur donner un espoir d'un jour de pouvoir leur donner des réponses qui soient significatives. Mais également de respecter le système des enquêtes et de respecter toute forme de possible ouverture et de garder l'esprit ouvert, car tant que ces énigmes ne sont pas élucidées, elles continueront de entrer dans notre imaginaire collectif et d'alimenter la quête de vérité de tous ceux qui refusent de se contenter d'explications faciles. Or, c'est un coup de malchance ou
Il a dû tomber dans une crevasse. Ouais, mais tant de disparitions. On parle de disparitions, une chaque semaine. Ce qui fait dire que le nombre de disparitions est incroyable. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci de laisser vos commentaires. Comme d'habitude, vous savez, maintenant, on se crée une petite communauté où on s'envoie des messages, on se répond. Moi, je serais très intéressé d'avoir vos commentaires. Pour ceux qui parlent anglais et qui ont la chance d'aller sur le site, de suivre David Paulides, faites-le. Faites vos propres recherches. N'hésitez pas à revenir vers moi, envoyer des messages. Vous savez que je réponds de manière naturelle. Et donc, je vous retrouve dans l'épisode 5 où là, nous parlerons des chasseurs qui sont eux-mêmes chassés maintenant.